Bien, donc comme on vient de l'expliquer, la fonction donc d'utilité, ça permet, hein, donc grâce à sa formalisation mathématique, eh bien ça permet de lever le problème d'indétermination et en même temps ça permet de simplifier, de rendre plus rapide le classement donc des différents paniers. Autrement dit, en fait, la fonction d'utilité, donc U, X, Y, représente en quelque sorte, représente les préférences du consommateur. Ok. Donc la fonction d'utilité représente les préférences du consommateur. Pourquoi on dit que c'est une représentation mathématique, bien sûr, des préférences du consommateur, parce que ça permet effectivement donc d'indiquer quels sont les paniers que le consommateur préfère. Et chaque fois, effectivement, qu'on va lui présenter justement au consommateur des combinaisons de consommation, eh bien, grâce à cette fonction d'utilité, il est capable d'établir un classement, bien sûr, en fonction du niveau d'utilité. Et effectivement, hein, donc si donc U de A est supérieur à U de B, ben, le consommateur il va en déduire que le panier A lui procure plus de satisfaction que le panier B. Et donc il va préférer le panier A au panier B. Ok. Donc voilà, ça indique une préférence, bien évidemment. Au contraire, si l'utilité du panier B est inférieure à celle de A, bah, ce sera l'inverse, ce sera cette fois-ci B qui sera préféré au panier A. Et bien évidemment, si U de A est égal à U de B ou l'inverse, eh bien le consommateur va être indifférent entre les deux paniers. Et donc là, vous voyez qu'à travers la fonction d'utilité, eh bien, je peux établir les préférences du consommateur. Est-ce qu'il préfère A, B, B, A, ou est-ce qu'il est indifférent? Très bien. Alors, donc là, une fois on a bien compris donc la signification et la définition de la fonction d'utilité, on va voir effectivement que dans la littérature économique, en réalité, il y a deux approches qui ont été utilisées pour effectivement travailler avec la fonction d'utilité. Donc d'où justement donc la section, donc là on va enchaîner avec la section 3, c'est-à-dire celle qui traite en fait de l'approche cardinale, d'accord, et ordinale de la fonction d'utilité. Donc je vais écrire juste l'utilité. Okay. Alors les étudiants qui ont eu un bac en sciences économiques, donc ils connaissent un petit peu donc ces deux approches, donc ce sera une sorte de rappel pour eux. Et puis pour les autres, donc qui ont eu un bac scientifique, donc ce sera la première fois qu'ils découvrent ça, donc on va expliquer depuis le début, d'accord? Très bien. Alors de manière générale, donc quand on parle donc de cardinal, donc je vais un petit peu expliquer les deux concepts principaux ici. Okay. Alors cardinal, ça fait référence à tout ce qui est mesurable, d'accord? Tout ce qui est mesurable. Cardinal, ça veut dire mesurable de manière générale. Et puis ordinal, d'accord? Donc ça fait référence à l'ordre, d'accord? Au classement, bien évidemment. Ok. Très bien. Alors ici, quand on parle de la fonction d'utilité cardinale ou de l'approche cardinale et de l'approche ordinale, effectivement, donc ça fait référence à l'utilité, c'est-à-dire comment on va traiter l'utilité. Et effectivement, dans les deux approches, la conception de l'utilité, elle est différente. Très bien. Alors, qui a en quelque sorte élaboré pour la première fois donc cette approche cardinale? Bien évidemment, ce sont les premiers néoclassiques. Donc on va d'abord exposer chacune des deux approches séparément, ok? Donc on va dire un petit 1, approche cardinale, et après on va synthétiser un petit peu les points de différence, de divergence plutôt entre les deux approches. Alors approche cardinale, donc il a été en quelque sorte élaboré, ça va de soi, parce que c'était les premiers économistes néoclassiques, élaborés par les premiers néoclassiques. D'accord, les premiers auteurs, si vous voulez, ou économistes néoclassiques. Alors, on les appelle aussi marginalistes, par référence à l'école marginaliste, ou la révolution marginaliste, c'est la même chose. Donc, néoclassique, marginaliste, c'est la même chose. Donc, les néoclassiques, c'est-à-dire, vous avez Stanley Jevons, Menger, Walras, bien évidemment. Ok, très bien.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, hein, donc cette approche cardinale, ou qu'est-ce qu'ils ont défendu, hein, donc ces auteurs, ces économistes? Eh bien, premièrement, donc on va dire petit a, eh bien, chez l'approche cardinale, donc dans cette approche cardinale, eh bien, l'utilité est supposée, oui, elle est mesurable. Elle est considérée comme étant mesurable. Alors, mesurable, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le consommateur, il est capable d'évaluer à l'aide d'un chiffre la sensation qu'il ressent ou que ça lui procure la consommation d'un bien ou d'un service. C'est-à-dire, lorsqu'il va passer une heure de sport, il est capable de nous sortir un chiffre en disant voilà combien j'ai ressenti de plaisir, de satisfaction, d'utilité. Quand il va manger une pomme, eh ben pareil, il est capable de nous dire combien il a ressenti de plaisir en utilisant un chiffre. Donc l'utilité dans cette approche cardinale, je précise, elle est considérée comme mesurable, c'est-à-dire que on suppose en quelque sorte, hein, donc si vous voulez, on suppose que le consommateur, il est capable de mesurer, de nous indiquer avec un chiffre combien il ressent de satisfaction exactement. D'accord? Alors on va voir que c'est une hypothèse un petit peu assez, voilà, donc assez forte, assez critiquable, parce que c'est pas toujours possible, mais bon. Bon, pour l'instant, on va l'accepter, on va développer un petit peu ce qu'ils ont dit, hein, donc les premiers marginalistes. D'accord? Très bien. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le consommateur est supposé, donc je souligne le mot supposé, est supposé être, pourquoi je dis supposé? Parce qu'on va voir qu'il y a l'approche ordinale qui va critiquer justement, hein, donc cette thèse qui a été avancée par les premiers néoclassiques. Donc le consommateur est supposé être capable, d'accord, d'évaluer ou d'estimer avec un chiffre, d'accord, le niveau de satisfaction, d'accord, le niveau de satisfaction procuré par la consommation d'une combinaison, d'accord. Bien sûr, quand on parle d'une combinaison, c'est la consommation de certaines quantités, enfin de quantité de certains biens. Très bien. Alors, le consommateur est supposé être capable d'estimer avec un chiffre le niveau de satisfaction procuré par la consommation d'une combinaison. Donc, voilà un petit peu la première idée fondamentale dans l'approche cardinale. Donc, l'utilité, elle est mesurable. Le consommateur, il est capable de mettre un chiffre sur le niveau de satisfaction. Très bien. Alors, deuxième donc idée. Donc, grâce à cette évaluation quantitative, d'accord, donc ça veut dire mesurable, avec un chiffre, quantitative de la satisfaction, eh bien, le consommateur, il est capable non seulement, d'accord, d'établir un ordre de préférence, c'est-à-dire indiquer, comme on a vu tout à l'heure, indiquer quel panier il préfère, donc un ordre de préférence entre deux paniers, par exemple, ok, mais également, donc en plus, donc ça lui permet de classer les paniers, mais en plus, mais également, d'accord, de déterminer, d'accord, déterminer l'intensité de préférence. L'intensité de préférence. Entre les deux, bien sûr. Entre, je vais mettre le chiffre 2, entre les deux. Ok, donc je répète, grâce justement à cette mesurabilité de la fonction d'utilité, donc cette évaluation, hein, donc j'ai appelé évaluation quantitative, ça veut dire juste mesure, de la satisfaction, le consommateur, il est capable d'abord d'établir un ordre de préférence, c'est-à-dire un classement. Est-ce que je préfère A, B ou B à A? Mais en plus, il doit ou il peut déterminer l'intensité, c'est très important, c'est-à-dire la force, le degré de préférence. Parce que effectivement, donc on peut préférer du thé au café,
Mais moi, par exemple, je préfère un petit peu le thé au café. Mais tu trouveras quelqu'un d'autre qui va dire, je préfère beaucoup, un peu plus, hein, donc le thé au café. Donc le degré de préférence, l'intensité, eh bien, ça peut être différent d'un individu, d'une personne à une autre. Et donc ici, justement, grâce à cette mesurabilité de l'utilité, nous disent les premiers néoclassiques, eh bien, c'est possible, d'accord, d'établir pour le consommateur non seulement l'ordre de préférence, mais son degré. Est-ce que la préférence, elle est forte ou au contraire, est-ce qu'elle est faible? Alors, exemple. Ok. Alors, soit les deux paniers, hein, donc A et B. Imaginons que U de A est égal à 10. D'accord? U de B est égal à 9. D'accord? Donc là, je suis dans l'approche cardinale. Parce que quand j'écris 19, ça veut dire que l'utilité, elle est mesurable, n'est-ce pas? Très bien, le consommateur il est capable de mettre un chiffre. Bien, alors, dans ce cas-là, imaginons que on demande au consommateur, bien sûr, de classer les deux paniers. Alors, bien évidemment, c'est facile pour lui. Ok. Donc, U de A est égal à 10. Et U de B, il va comparer les niveaux d'utilité, tout simplement. Donc, il voit que A, ça lui donne plus d'utilité que B. Donc, A est préféré strictement à B. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'ordre de préférence. Ok. Le classement, tout simplement. Mais en plus, nous disent, hein, justement, hein, là, les économistes néoclassiques, en tout cas les premiers marginalistes, ils nous disent que le consommateur il est capable aussi d'indiquer l'intensité de préférence, c'est-à-dire est-ce qu'il préfère A de façon forte à B ou de façon faible. Alors pour justement indiquer ou être capable de répondre à cette question, donc il faut voir quoi? Il faut comparer l'écart, il faut voir l'écart entre les niveaux d'utilité de A et de B. Si l'écart, la différence, hein, donc entre U de A et U de B, elle est très grande, ça veut dire que l'intensité de préférence sera très élevée. Le consommateur, il va préférer fortement A à B. Si au contraire, l'utilité de A ou l'écart entre l'utilité de A et B, la différence entre les deux, elle est très petite, très faible, bah la préférence aussi, elle va être très très faible. Et on dira que il préfère A à B, mais faiblement, hein, donc pas de façon très très forte, d'accord? Voilà un petit peu la règle du jeu. Donc, qu'est-ce qu'on regarde lorsqu'on cherche l'intensité de préférence? On regarde l'écart entre l'utilité du panier A et celle du panier B. Alors, effectivement, donc, vous voyez, hein, donc, U de A moins U de B, donc l'écart, la différence, c'est 10 moins 9, je remplace. Ça me donne juste un petit 1, vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écart d'utilité, il est comment? Ben, il est faible. Et donc, si l'écart d'utilité est faible, ben, la préférence, l'intensité de la préférence aussi sera faible. Donc, qu'est-ce qu'on écrira en réalité? Eh bien, on peut écrire effectivement que A est préféré faiblement, n'est-ce pas? Faiblement à B. Vous voyez donc, ça me donne le degré de préférence. Donc, non seulement le consommateur doit indiquer qu'est-ce qu'il préfère, mais aussi il doit indiquer de combien il préfère un panier à un autre. Est-ce que de façon très forte ou est-ce que de façon très très faible. D'accord? Très bien. Donc, je prends un deuxième exemple pour vous donner le cas contraire. Imaginons cette fois-ci la situation suivante, c'est-à-dire que U de A est égal à 20 et U de B est égal à 10. Très bien. Imaginons, je suis dans ce cas de figure. Alors, l'ordre de préférence. L'ordre de préférence. Qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien, on va comparer tout simplement les indices d'utilité des deux paniers. Donc, j'ai U de A est égal à 20 et il est comment? Supérieur, bien sûr, à celui de B. Donc, A est préféré à B. Donc, ça ne change pas. Maintenant, l'intensité, le degré de préférence, n'est-ce pas? Donc là, je dois indiquer de combien il préfère A à B. Est-ce que de façon faible ou est-ce que de façon très forte? Donc, pour cela, l'écart, bien évidemment, vous voyez, hein, donc avec moi, c'est U de A est égal à 20, d'accord? Toujours U de B est égal à 10. Donc, je peux prendre U de A moins U de B. Je regarde, ça fait moins
20 moins 10, ça fait 10. Donc 10, bien sûr, c'est supérieur à 1 que j'ai ici. Donc quand même, l'écart, elle est, n'est-ce pas? L'écart d'utilité est plus conséquent, est plus fort, est plus élevé. L'écart d'utilité est plus élevé. Donc, ça veut dire que la préférence, elle est comment? Elle est forte. Et si la préférence est forte, donc je peux écrire que A est préféré fortement, ok, à B. Alors ici, je peux remarquer aussi qu'on remarque, donc pour le formuler de manière un peu plus, je dirais, élégante, hein, donc ce degré ou cette intensité de préférence, on remarque que U de A est égal à 20, c'est-à-dire 2 fois 10. N'est-ce pas? Or, 10, c'est quoi? C'est l'utilité de B. Donc, je remplace 10 par l'utilité de B. Donc, ça me donne U de A est égal à 2 fois U de B. Autrement dit, donc, si je consomme le panier A, je vais obtenir le double de l'utilité ou de la satisfaction de B. Donc, pour m'intéresser ça, donc j'écris que le consommateur, il préfère le panier A. Donc, A est préféré 2 fois plus, n'est-ce pas, à B. Et donc, quand j'écris préféré 2 fois plus, donc ça veut dire que la préférence, elle est très forte. Donc là, ça me donne une indication sur le degré et l'intensité de préférence. Voilà un petit peu donc ce que j'entends par ordre et intensité de préférence. Donc l'approche cardinale ou dans l'approche cardinale, donc quand on parle de l'ordre de préférence, n'est-ce pas? Donc on répond à la question quoi préférer? D'accord? Qu'est-ce que le consommateur préfère, si vous voulez? Ok. Et quand je pose la question de l'intensité de préférence, ok, donc c'est de combien préférer? De combien le consommateur il préfère un panier à un autre? Voilà un petit peu la différence entre les deux. Donc, qu'est-ce que je préfère? Ordre de préférence, est-ce que c'est A ou B? Et de combien? Est-ce que c'est 2 fois plus? Est-ce que c'est 3 fois plus? Ou est-ce que c'est une préférence qui est très faible? Ok? Très bien. Donc, par exemple, imaginons que je prends un dernier exemple là-dessus. U de A est égal à 15 et U de B est égal à 45. Pour changer un petit peu. Ok? Donc, l'ordre de préférence, c'est le consommateur. Est-ce qu'il préfère A ou B? D'accord? Pour le savoir, eh bien, on va comparer les deux indices. U de A est égal à 15, il est inférieur, logiquement, à celui de B, 45. Donc, forcément, donc, il ne va pas préférer A, puisque c'est B qui lui donne le plus de satisfaction. Donc, B sera préféré A cette fois-ci, pour changer. OK? Très bien. Donc, s'il préfère B à A, maintenant, la question qui reste, donc à laquelle je dois répondre, c'est de combien? Intensité de préférence. Alors, intensité de préférence, c'est de combien? Donc là, je compare l'écart, hein, enfin, j'évalue l'écart. Donc, j'ai U de B, je prends toujours la valeur supérieure, moins U de A, donc ça fait 45 moins 15, ça fait 30 d'écart, vous voyez? Donc, s'il choisit le panier B, donc il va avoir 30 unités d'utilité supplémentaires, plus que ce qu'il aurait obtenu avec le panier A. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écart, il est très grand, n'est-ce pas? Écart d'utilité très élevé. Donc, ça implique une préférence. Donc, l'intensité de préférence sera, bien évidemment, très forte. Voilà. Donc là, pour pareil que pour l'exemple précédent, donc je remarque quoi? Que U de B est égal à 45. Quel est le rapport avec 15? Eh bien, 45, ça fait 3 fois 15, n'est-ce pas? 45, ça fait 3 fois 15. Donc, autrement dit, l'utilité du panier B, c'est 3 fois plus, ou 3 fois l'utilité de A. Et donc, ça me donne une indication sur justement la force ou l'intensité de préférence. Donc, on remarque que U de B est égal à 45, est égal à 3 fois 15, est égal à 3. Je remplace 15 par U de A. OK. Et donc là, je peux écrire que, effectivement, donc A est préféré 3 fois plus AB.
pardon, B. J'ai pris l'habitude d'utiliser A, donc voilà, maintenant c'est l'inverse. Voilà, je corrige. Donc c'est B qui est préféré 3 fois plus, vous voyez. Donc ce 3 fois plus, etc., c'est ça l'intensité. C'est ça qui m'indique l'intensité, le degré, ok, hein, c'est la même chose, de préférence. Ok. Voilà, donc là, on termine la présentation de l'approche cardinale. Alors, cette approche, il faut savoir que il va être critiqué par la suite, hein, donc par les économistes, on va dire, néoclassiques, mais modernes, on va dire, contemporains. D'accord? Donc, il va y avoir un autre groupe d'économistes, toujours, c'est la même école, mais ils sont un peu plus, on va dire, modernes. Donc, ils vont critiquer, ils vont essayer de changer cette approche cardinale. Très bien. Alors, deuxième point, donc c'est l'approche ordinale. Très bien. Alors, quels sont ces économistes? Donc, principalement, donc il y en a plusieurs, mais on a Pareto par exemple, on a Slutsky, ok. Il y a John X et Paul Samuelson. Hein, donc, je vous note les plus connus. D'accord, sur cette question-là. Pareto aussi, hein, donc on avait parlé, très bien. Donc tous ils sont là. Alors ces économistes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, voilà, on doit abandonner, donc ils vont critiquer, c'est-à-dire qu'ils vont appeler à l'abandon de ce concept de l'approche cardinale. Donc ils vont critiquer l'approche cardinale. Très bien. Alors, sur quoi va porter leur critique? Eh bien, sur 2 points essentiellement, ok? Alors, premièrement, donc ils vont remettre en cause l'idée de l'utilité mesurable. Pour eux, l'utilité ne peut pas être mesurable. Hein, donc, c'est ce qu'ils vont nous expliquer. Et ils vont argumenter, bien sûr. Alors, donc, 2 raisons, selon eux, pour abandonner hein, donc l'approche ordinale. Alors, quelles sont ces 2 raisons? Premièrement, alors pour eux, donc ça paraît un petit peu improbable, voire impossible que le consommateur soit capable de mesurer avec un chiffre le niveau d'utilité ou le niveau de satisfaction. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, selon eux, effectivement, la satisfaction, c'est du